Nous sommes en Angleterre, dans le comté du Nottinghamshire. Visualisez une petite ville de la campagne anglaise. C'est là que va se dérouler notre histoire, à Red Hill. L'une des principales caractéristiques du Nottinghamshire est qu'il abrite la forêt de Sherwood, patrie du légendaire Robin des Bois, le hors-la-loi héroïque qui volait les riches pour donner aux pauvres. À Red Hill, il y a une allée en cul-de-sac tranquille appelée Georgia Drive, où les maisons individuelles sont identiques et proches les unes des autres. C'est un quartier agréable pour une famille, calme et sûr, avec des champs à proximité. Nous sommes en 2011 et la famille Bartlam, composée de 3 personnes, vit dans ce cul-de-sac de Georgia Drive à Red Hill. Jacqueline Bartlam, surnommée Jackie, est la mère de famille, elle a 47 ans. Elle est divorcée et vit avec ses 2 fils, Daniel, 14 ans, et Dominique, 6 ans, ainsi qu'avec leur chienne, Meg. Elle et son ex-mari Adrian ont divorcé en 2005, peu après la naissance de Dominique. Jackie a donc la garde de ses 2 garçons, même si le père Adrian est toujours impliqué et passe un peu de temps avec ses fils. Pour donner un peu de contexte, Jackie et Adrian se sont mariés lorsque leur fils aîné Daniel avait 3 ans. Sur la photo de mariage, on peut voir un petit garçon mignon et souriant avec une fleur épinglée sur sa poitrine, tout comme son père. L'année suivante, la famille de Jackie est frappée par une terrible tragédie alors que Daniel n'a que 4 ans et que Dominique n'est pas encore né. La petite sœur de Jackie, Michelle, et le fils de Michelle, Marc, sont tués dans un accident de voiture par un conducteur ivre. Mais malheureusement, ce ne sera pas la dernière tragédie pour cette famille. En mai 2008, 3 ans après le divorce, Jackie rencontre un nouvel homme nommé Simon Mathers. Ils travaillent tous les 2 au cadastre où Simon est directeur commercial. Ils s'entendent bien et commencent une relation sérieuse. Simon passe de plus en plus de temps avec Jackie et ses 2 fils. On ne sait pas vraiment si à ce stade, Simon vit à plein temps avec Jackie et ses garçons en 2011, mais en tout cas, ils passent beaucoup de temps dans leur maison de Georgia Drive. Nous sommes aux premières heures du 25 avril 2011. C'est le lundi de Pâques, qui est un jour férié au Royaume-Uni, et comme son nom l'indique, c'est le lendemain du dimanche de Pâques. Simon est absent de la ville pendant 2 semaines pour un voyage d'affaires, laissant Jackie et ses 2 garçons seuls à la maison. Peu après 1h du matin, ce lundi de Pâques, les voisins de Georgia Drive sont réveillés par les cris terribles d'enfants. Après avoir regardé par leurs fenêtres, chacun se précipite dehors pour constater que la maison des Bartlam est en flammes. Daniel, le frère aîné, est à l'extérieur de la maison et crie à l'aide. Il tient dans ses bras son petit frère Dominique, âgé de 6 ans, secoué par de gros sanglots. Le chien de la famille, Meg, se tient à côté d'eux. La vision est cauchemardesque. La chaleur a fait éclater les vitres, les flammes jaillissent des fenêtres, notamment celle de la chambre de droite à l'étage. Les voisins appellent les pompiers qui arrivent sur les lieux très rapidement. Tout le côté droit du 2e étage de la maison des Bartlam brûle. Alors que les pompiers sont à l'intérieur pour lutter contre l'incendie, Daniel raconte ce qu'il a vu aux voisins. Il les informe qu'un intrus masqué a pénétré dans la maison et qu'il craint que l'homme ait blessé sa mère qui se trouve toujours à l'intérieur. Daniel dit quelque chose à propos d'un marteau et que l'intrus s'est enfui par une fenêtre. Et en effet, les garçons ont réussi à sortir de la maison en feu, mais Jackie, elle, est introuvable. La police arrive également sur Georgia Drive. Alors que les pompiers continuent de maîtriser l'incendie et de rechercher Jackie, Daniel dit à la police qu'il a vu un homme dans la maison. Il raconte que c'est lui qui a mis le feu à la maison et qu'il a peut-être blessé sa mère. Les enfants étant assez jeunes, les policiers appellent leurs familles proches pour qu'on s'occupe d'eux. Les grands-parents maternels des garçons, qui n'habitent pas loin, se précipitent sur place. Le feu fait toujours rage lorsqu'ils rejoignent Daniel et Dominique. Daniel raconte alors à nouveau à sa grand-mère qu'il a vu un intrus dans la maison et qu'il pense que cet homme a blessé sa mère. Grand-mère Shirley supplie tous les pompiers pour qu'ils retrouvent sa fille au plus vite. On peut tous imaginer à quel point la situation doit être difficile à gérer, c'est vraiment un cauchemar. Il garde néanmoins espoir jusqu'au bout, mais après des heures passées à éteindre l'incendie, les pompiers n'ont pas de bonnes nouvelles à annoncer aux proches de Jackie. En entrant dans la maison, les pompiers ont été choqués de trouver le corps d'une femme carbonisée dans la chambre à l'étage, à droite. Tout le monde est dévasté. Les grands-parents ramènent Daniel chez eux et la police les accompagne.
Pendant ce temps, Dominique, 6 ans, et le chien sont emmenés à la maison de Carol, une des sœurs de Jackie. La police est intervenue dès le début car elle sait qu'il ne s'agit pas d'un incendie ordinaire ou accidentel. Les pompiers et la police ont découvert bien plus que le corps de Jackie. Ils ont également trouvé un marteau à côté du corps brûlé de la mère de famille. Une enquête est immédiatement ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie et l'identité de l'intrus qui a commis le crime. Il parle à Daniel, 14 ans, leur seul témoin oculaire, installé dans le canapé de la maison de ses grands-parents. Il raconte qu'il s'est levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et que, sur le chemin, il a été confronté à l'intrus qui était déjà à l'intérieur de la maison. L'homme, selon lui, portait un masque sur le visage. Différentes sources donnent en fait des versions légèrement différentes de ce qui se passe ensuite. Mais apparemment, Daniel a vu un marteau posé sur le sol et l'a lancé sur l'intrus pour l'effrayer. Daniel dit qu'il a ensuite couru dans la chambre de sa mère où il la trouve par terre, inanimée, sa chambre en feu. Donc, selon Daniel, l'attaque avait déjà eu lieu lorsqu'il s'est réveillé et le feu avait déjà commencé. Selon le Daily Mail, il aurait paniqué et fui avec son frère et leur chien. Daniel est donc un héros pour être allé réveiller son petit frère, l'avoir pris dans ses bras, avoir récupéré le chien et être sorti de la maison, les sauvant tous d'une mort certaine. Revenons à Jackie. Son corps est tellement brûlé qu'il a fallu l'identifier grâce à son dossier dentaire. Un médecin légiste procède à l'autopsie de ce qu'il reste de la dépouille de Jackie et miraculeusement, malgré la gravité des brûlures, il parvient à déterminer la cause du décès. Et ce n'est pas dû à l'incendie, ni aux flammes, ni à l'inhalation de fumée. Jackie a été assassinée. Elle a été battue à mort à coups de marteau, 7 fois en tout, dans la tête et la mâchoire. Mais les conclusions du médecin légiste sont inattendues et remettent tout en question. Il détermine que Jackie n'a pas été assassinée avec le marteau rivoire que les pompiers ont retrouvé à côté de son corps, près de la fenêtre de sa chambre. Ces blessures racontent une toute autre histoire. Elles sont compatibles avec une attaque sauvage avec un autre type de marteau, un marteau à griffes. C'est quand même incroyable qu'on puisse dire de quel marteau il s'agit juste en regardant les blessures. En tous les cas, ces blessures montrent que quelqu'un a laissé un faux indice sur la scène de crime. Que quelqu'un a placé ce marteau-là en sachant que ce n'était pas l'arme qui a tué Jackie. Savait-il qu'on découvrirait le poteau rose ? Je ne sais pas. Mais bonne nouvelle, les autorités retrouvent rapidement l'arme du crime, le marteau à griffes. Mais vous ne devinerez jamais où. Une fois le feu éteint, les enquêteurs peuvent fouiller toute la maison et cette fouille inclut la chambre de Daniel, le fils aîné de 14 ans. Et c'est dans cette chambre qu'ils retrouvent le fameux marteau. Mais au-delà de ça, quand ils observent les murs de la chambre de l'adolescent, ils voient des dessins violents et des affiches brutales. Et non seulement ils tombent sur le marteau, mais aussi sur une bouteille de liquide de nettoyage cachée soit dans un placard, soit sous son lit, selon les sources. En somme, quelques heures seulement après l'incendie et après avoir mené une enquête préliminaire, la police emmène Daniel au poste. Il est prudent de dire qu'ils sont assez méfiants à ce stade. Quand on y pense, c'est une façon très, très violente de tuer quelqu'un. Il faut être enragé, il faut le vouloir. Également, la police détermine rapidement que la version de Daniel sur l'intrus comporte des incohérences et des contradictions. Son récit diffère également des éléments de preuve dont il dispose et des témoignages d'autres témoins, y compris la version de son propre frère de 6 ans. En tous les cas, la police commence à parler à tous les proches de la famille. Ils veulent comprendre la dynamique familiale. Et une fois qu'ils l'ont retrouvé, l'une des premières personnes à qui il parle est Simon Mathers, le petit ami de Jackie. La police mène avec lui de nombreux interrogatoires et commence à reconstituer l'histoire de Daniel. Simon est une source précieuse d'informations. Il a joué le rôle de beau-père auprès des 2 fils de Jackie au cours des 2 dernières années. Simon raconte à la police qu'il était absent cette nuit-là et qu'il a appris la nouvelle grâce à un reportage aux informations sur l'incendie de Nottinghamshire. Dès qu'il a entendu parler du nom de leur rue, Georgia Drive, il a eu très peur que ce soit la maison de Jackie. Et encore pire, en son fort intérieur, il a eu peur que Daniel soit responsable. Mauvais signe. Il a appelé Jackie à plusieurs reprises, mais évidemment il n'a pas réussi à la joindre. Puis il a entendu qu'un garçon de 14 ans avait été arrêté et il était sûr de savoir déjà la vérité.
Vous voyez, il connaissait des histoires sombres sur Daniel. Quand il était petit, Daniel était un garçon relativement normal. Il était connu pour être amical et vif et aimait jouer avec les autres enfants du quartier. Mais cela a changé avec le temps. À 8 ans, il commence à regarder des films violents et il en devient obsédé. Il joue également à des jeux vidéo assez brutaux où il faut tuer des gens. Mais son plaisir va au-delà de ce qui est considéré comme normal, même pour les jeunes garçons qui aiment les films et les jeux vidéo de guerre. Et au fil du temps, cela devient une véritable obsession. Quand il a 9 ans, peu après la naissance de son petit frère en 2005, les parents de Daniel se séparent et divorcent, comme je l'ai déjà dit. À ce moment-là, Daniel fréquentait une école privée pour garçons. Mais il est obligé de changer d'école quand ses parents divorcent et qu'il devient trop difficile pour eux de continuer à payer les frais de scolarité d'une école privée. Mais Daniel ne veut pas changer d'école et perdre ses amis. Il supplie ses parents de le laisser là où il est. Pendant un temps, ses parents parviennent à exaucer son vœu, mais ils finissent par devoir le transférer dans une école moins chère. Il fréquente alors une école catholique, mais a du mal à faire la transition. Entre son changement d'école et le divorce de ses parents, Daniel a beaucoup de mal à s'adapter aux changements majeurs de sa vie. Comme je l'ai dit, c'est Jackie qui a la garde de ses fils, et la relation entre elle et Daniel commence à se détériorer. Il faut savoir que les parents ont des styles parentaux très différents. Selon l'Express, des amis ont déclaré que si l'homme d'affaires à succès Adrian Bartlam avait tendance à gâter ses 2 fils avec des cadeaux somptueux, Jackie, qui en a la garde, était la plus stricte des 2 parents. Elle fait de son mieux pour subvenir aux besoins de ses fils, alors même qu'elle ne gagne pas aussi bien sa vie que son ex-mari. Enfin, tout ça pour dire que Daniel va mal. Il passe carrément au niveau supérieur en regardant des films comme Saw sur le thème de la torture. Et en 2008, sa mère rencontre Simon Mathers. Simon va passer de plus en plus de temps avec eux. Et il dit qu'au début, il s'entendait bien avec Daniel et que ce dernier était amical et normal et qu'il souriait beaucoup. Cependant, lorsque Daniel a 12 ans, il commence à s'isoler et à passer de plus en plus de temps seul dans sa chambre. Il est encore plus obsédé par les films d'horreur et commence à jouer à Grand Theft Auto. Il raconte qu'il cachait souvent des canettes de boissons énergisantes Red Bull sous son lit afin de pouvoir rester éveillé. Et il devient de plus en plus renfermé. En février 2009, alors que Daniel a 13 ans, Jackie déménage avec ses garçons dans la maison de Georgia Drive. Et pendant qu'ils font leur carton, Simon, qui aide Daniel à emballer ses affaires, fait une découverte inquiétante dans la chambre de l'adolescent. Il trouve dans un sac des sous-vêtements de Jackie, sa mère, et des figurines Star Wars qui ont été coupées en morceaux et sur lesquelles on a uriné. Simon est choqué. Il observe la chambre de Daniel et se rend compte pour la première fois de la décoration du jeune garçon. Des affiches violentes et des cassettes de films d'horreur sur les étagères, comme s'il les collectionnait. Peu après, un autre incident se produit. Simon est dans la chambre parentale en train de se changer quand il surprend Daniel en train de le filmer avec une caméra. Il lui demande alors ce qu'il fait, mais Daniel s'en moque. Il ne répond pas et s'en va. Je ne sais pas si Simon a demandé plus d'explications au jeune garçon. En tout cas, moi, je l'aurais fait. Cela semblait étrange à un si jeune âge, mais techniquement, c'était relativement inoffensif. Les nouveaux voisins, cependant, ne tardent pas à remarquer des comportements étranges de la part de Daniel également. L'adolescent adore s'introduire dans les cours et les jardins des autres. Il n'y a jamais fait de dégâts, il aimait juste traîner là. Et puis, en mai 2010, alors qu'il n'a que 13 ans, Daniel a un épisode très perturbant en classe. Il crie sur la cravate qu'il porte, qu'il appelle Fred, et prétend que la cravate essaie de lui faire du mal et de l'étrangler. Et forcément, ça met le bazar dans la salle de cours. Il est alors envoyé chez un conseiller scolaire, après ce qui est décrit par le maître comme une explosion de violence. Daniel raconte au conseiller qu'il est en colère et qu'il fait des cauchemars, qu'il se sent déprimé et même qu'il entend des voix, et que ces voix lui disent de faire du mal aux gens. Peu avant l'incendie et le décès de Jackie, les disputes entre Daniel et sa mère s'intensifient. Simon raconte à la police qu'il défend physiquement Jackie pendant ces disputes et qu'il essaye d'empêcher Daniel de la frapper. Simon admet que Jackie avait une certaine faiblesse pour tenir tête à son fils. Il pense qu'il y avait probablement un petit manque dans l'éducation parentale, mais qu'il n'est pas là pour juger, qu'il est juste un beau-père qui tente de s'imposer. La situation est difficile. Il n'a pas l'impression que ce soit son rôle d'élever ou de discipliner les enfants de Jackie. De plus, les adolescents sont notoirement difficiles à discipliner.
À cette époque, Daniel commence également à abîmer des choses dans la maison. Comme un jour où ils ont peint le sol, il a marché volontairement dedans et a ensuite laissé des traces de peinture dans toute la maison. Il a commencé à endommager les jardins, à piétiner les fleurs. Et puis à ce moment-là, il a également commencé à frapper son jeune frère. Daniel commence aussi à écrire des histoires graphiquement violentes et les montre ensuite fièrement à sa famille. Mais ce qui est encore pire, c'est que, selon Simon, Daniel commence aussi à faire ses besoins dans sa propre chambre, puis utilise des serviettes pour nettoyer le désordre et cache les serviettes sous son lit. Il ne va plus aux toilettes, il fait dans sa chambre. Je n'ose pas imaginer l'odeur. Clairement, Daniel a un gros problème et a besoin d'aide. Ainsi, quelques jours après le meurtre de Jackie, la police est occupée à analyser un élément qui s'avérera essentiel à leur enquête. Bien que la maison ait pris feu, la police parvient rapidement à récupérer, saisir et fouiller l'ordinateur de Daniel. Un ordinateur que son père, Adrian, lui avait acheté. Ils veulent voir s'ils peuvent trouver des preuves, et ils en trouvent. D'une part, ils tombent sur plusieurs recherches Google montrant une obsession pour les meurtriers dans les histoires de fiction. Dans l'historique, ils retrouvent même une recherche, je cite, « des gens qui s'en tirent impunément avec des meurtres dans les séries ». Ils retrouvent aussi 2 autres recherches sur un homme qui a tué sa femme et qui s'en est tiré, et sur l'affaire O.J. Simpson. La police continue de fouiller l'ordinateur de Daniel et trouve un fichier qui a été supprimé quelques jours avant le meurtre, mais avec un peu de travail, ils parviennent à le récupérer. Ce fichier, c'est en fait un script écrit avant le meurtre de Jackie, et étrangement, il décrit le scénario exact de son assassinat. L'histoire est celle d'un garçon nommé Daniel Bartlam qui tue un personnage nommé Jackie, la mère du garçon, et le meurtre se produit dans l'histoire exactement comme il se produira dans la vie réelle. L'intrigue est assez élaborée. Dans l'histoire, le meurtrier, Daniel Bartlam, s'en tire après avoir assassiné sa mère et devient une star célèbre d'une série télé. Il décrit en détail comment il est devenu un héros en sauvant son jeune frère, et il est également mentionné que le personnage principal a réussi à inventer une histoire à propos d'un intrus masqué qui est entré dans la maison pour se disculper, et que ça a marché. Pas très malin quand même, mais bon. 2 jours après le meurtre, Daniel est arrêté et envoyé dans une unité sécurisée, apparemment pour jeunes délinquants ayant des problèmes psychiatriques. Là-bas, il menace de tuer un autre patient. Une fois confronté à toutes les preuves contre lui, Daniel change sa version des faits et dit qu'en fait, il n'y a jamais eu d'intrus, qu'il a inventé toute cette histoire. Quand il a été interrogé, au moment des faits, sur le canapé du salon de ses grands-parents, Daniel a affirmé qu'il s'entendait très bien avec sa mère. Là, il raconte finalement qu'ils se sont disputés et que le comportement violent de sa mère l'a forcé à la tuer. Il prétend avoir eu recours à la légitime défense contre les enfants battus ou maltraités. Il raconte que depuis quelque temps, à la suite d'une grosse dispute, sa mère le traitait de monstre et qu'il ne le supportait plus. Il raconte comment Jackie le maltraitait, le punissait pour rien ou le privait de nourriture. En somme, il déshonore la mémoire de sa mère qu'il vient de tuer à coups de marteau. Tous ceux qui ont connu Jackie contredisent fortement le récit de Daniel sur le caractère de sa mère, son comportement et la façon dont elle éduquait ses enfants. Elle était stricte, oui, mais jamais violente. Elle aimait ses fils, elle aurait tout fait pour eux. En tous les cas, Daniel est accusé de meurtre et comparaît devant le tribunal. Il plaide non coupable et en février 2012, son cas est examiné par un jury. Le 9 février 2012, le verdict est unanime pour la culpabilité. Daniel est reconnu coupable du meurtre de sa mère. Lors du prononcé de la sentence, le 1er avril 2012, le juge Flox prononce une peine de prison à vie contre Daniel, 15 ans. Bien qu'il y ait eu de toute évidence des disputes entre vous et votre mère, a-t-il déclaré, ce qui n'est pas inhabituel entre une mère et ses enfants adolescents, je suis tout à fait convaincu qu'il n'y a pas eu de violence physique ou verbale de la part de votre mère, comme vous l'avez allégué dans votre témoignage au procès. Le juge ordonne à Daniel de purger au moins 16 ans de prison. Je n'arrive pas à croire que lui et ses avocats aient plaidé non coupable. Ça paraît tellement gros. Pourquoi ne pas avoir plutôt joué sur le fait que Daniel avait manifestement des problèmes psychiatriques et qu'il entendait des voix ? Pourquoi ne pas l'avoir fait évaluer par des professionnels ? C'est ce qu'on aurait fait en France en tout cas.
Une étude américaine de 1992 indique que les enfants qui commettent un parricide ou un matricide appartiennent à l'une des 3 catégories suivantes. L'enfant est gravement malade mentalement, l'enfant est dangereusement antisocial, et de loin la plus fréquente, l'enfant est gravement maltraité et poussé au-delà de ses limites. Parlons du cas de l'enfant gravement maltraité. Selon Paul Mouns, un avocat de Los Angeles spécialisé dans la défense des adolescents parricides, plus de 90% d'entre eux ont été maltraités par leurs parents. Des portraits approfondis de ces jeunes ont souvent montré qu'ils ont tué parce qu'ils ne pouvaient plus tolérer les conditions de vie à la maison. Ces enfants ont subi des violences psychologiques de la part de l'un ou des 2 parents et ont souvent été victimes de violences physiques, sexuelles et verbales et ont vu d'autres membres de la famille les subir. Ils n'avaient généralement pas d'antécédents de maladies mentales graves ou de comportements délinquants graves et étendus. Ils n'étaient pas des criminels sophistiqués. Pour eux, les meurtres représentaient un acte de désespoir, le seul moyen de sortir d'une situation familiale qu'ils ne pouvaient plus supporter. À côté de ça, ce n'est qu'occasionnellement qu'un enfant souffrant d'une grave maladie mentale tue. Il s'agit d'enfants qui ont perdu le contact avec la réalité. Leur cas est souvent bien documenté, avec des dossiers sur les traitements antérieurs qui ont échoué. Enfin, il existe quelques enfants qui semblent tuer sans aucun remords, mais dont les parents semblent aimants et gentils. L'enfant dangereusement antisocial fait souvent la une des journaux. Ces jeunes délinquants présentent généralement des troubles de la conduite, c'est-à-dire un comportement gravement perturbateur qui dure plus de 6 mois. Ce sont les enfants qui tuent leurs parents simplement pour une raison instrumentale et égoïste. Ne plus jamais avoir à demander avant d'emprunter la voiture, par exemple. On se demande quelle raison égoïste a poussé Daniel à tuer sa mère. Après tout cela, comme l'a rapporté l'Express, le fils cadet de Jackie, Dominique, qui n'a que 6 ans, laisse des fleurs et un poème à la maison pour elle, dans lequel il est écrit « Je pense à toi et j'adresse une prière très spéciale pour que Dieu te bénisse, te garde en sécurité et prenne grand soin de toi. Car tu es une maman si spéciale à tout égard et tu me manques beaucoup et je pense à toi chaque jour, mais je sais que tu es au paradis maintenant, si heureuse et insouciante, avec des anges qui veillent sur toi, comme tu as veillé sur moi. » Pauvre Dominique, 6 ans, son frère qui tue leur mère. Comment se reconstruire après ça ? Nous ne saurons jamais vraiment pourquoi Daniel a fait ce qu'il a fait. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Pourquoi cela s'est-il produit ? Comment ? Selon l'enquêtrice principale du dossier, le niveau de violence, le degré de planification et l'étendue de ces mensonges sont choquants et effrayants quand on considère que c'est un garçon de 14 ans qui est passé à l'acte. Ce meurtre a dévasté toutes les personnes impliquées. Il n'y a qu'une seule personne qui sait pourquoi c'est arrivé. Et Daniel n'a pas cessé de mentir tout au long de l'affaire, tentant de ruiner la réputation de sa mère. Tous ceux qui la connaissaient savaient qu'elle vivait pour ses enfants et qu'elle était une mère chaleureuse et aimante. Peut-être qu'un jour, Daniel dira la vérité ? En tout cas, depuis ce drame, Daniel n'a montré aucun remords. Il n'a jamais tenté d'expliquer son geste. Peut-être est-il simplement un psychopathe à 14 ans. Comme le dirait l'un de ses proches, j'espère qu'un jour il se rendra compte que sa mère l'aimait beaucoup et ne méritait pas ce qu'il lui a fait. C'est vraiment très triste pour Jackie, surtout quand on sait qu'il y avait tous ces signes précurseurs. Il y avait manifestement quelque chose qui n'allait pas chez son fils. Est-ce que ça n'aurait pas pu s'arranger avec des soins ou des visites chez le psy ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un pourra un jour répondre. Et c'était l'histoire de Jackie Bartlam. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous